Le 6 décembre 1381, au vieux château de Langeais, sous la lumière tamisée des bougies, une jeune fille de 14 ans entrant tremblante dans la chapelle, vêtue d'une robe de mariée en soie blanche brodée de fils d'or. Ses yeux étaient baissés, n'osant pas lever les yeux vers l'homme qui se tenait à côté d'elle. L'homme de 28 ans n'était autre que le roi Charles VIII de France. Peu de gens auraient pu deviner qu'il y a quelques semaines à peine, ce même roi avait ordonné à son armée de massacrer ses soldats, de tuer ses alliés et de détruire la terre de Bretagne, qu'elle considérait comme son foyer. Un air de deuil imprégnait la cérémonie, qui aurait dû être le moment le plus heureux de la vie. Mais pour Anne de Bretagne, ce n'était rien de moins qu'une condamnation à mort pour elle-même et pour l'indépendance de toute une nation. Les invités ce jour-là, très peu nombreux, regardaient en silence, dans un état de moitié fierté, moitié sympathie. Ils savaient qu'aujourd'hui n'était pas seulement un mariage royal, mais aussi la fin de 1000 ans de liberté pour la Bretagne. Tandis qu'Anne jurait, sa voix si douce qu'elle était presque inaudible, tout le public retenait son souffle. À ce moment-là, elle a tout échangé. La liberté, l'honneur et le sort de la nation. Anne de Bretagne, un nom dont la postérité se souviendra à jamais, est devenue un symbole d'indomptable, même si ce jour-là, elle n'était qu'une petite fille écrasée par une tempête politique. Elle a été forcée d'épouser l'homme qui a détruit sa famille, en échange d'une existence misérable pour la terre. Mais personne ne s'attendait à ce que l'enfant forcé soit celle qui réécrirait l'histoire, se transformant en l'une des reines les plus influentes de France. La cérémonie de ce jour-là était froide et lourde. L'archevêque a lu l'éloge funèbre d'une voix monotone, comme s'il ne voulait pas lui-même prendre part à ce drame tragique. Anne baissa la tête, les mains serrées, les yeux rouges. On raconte qu'après la cérémonie, elle se retira dans sa chambre et pleura toute la nuit, non pas comme une nouvelle mariée, mais comme une veuve. Pour elle, ce mariage est plus une fin qu'un début. Charles VIII, le roi victorieux, se tenait là avec une fierté mêlée de réticence. Aux yeux de beaucoup, il avait obtenu ce qu'il voulait. La Bretagne était désormais entre ses mains sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre guerre sanglante. Mais lui-même n'avait pas prévu qu'Anne, la petite femme qu'il venait d'épouser, deviendrait une adversaire politique à ne pas sous-estimer. Ce jour-là a non seulement mis fin au rêve d'indépendance de la Bretagne, mais a également ouvert un nouveau chapitre de l'histoire, un chapitre de soft power, d'intelligence et de résilience. Anne entra dans ce mariage comme un agneau offert au loup, mais elle se fit respecter par toute la France, non seulement en raison de sa position de reine, mais aussi en raison de son acier intérieur. L'histoire s'ouvre sur cette scène déchirante, mais au fond d'elle se cache une Anne qui n'abandonne jamais. La grande question est, comment une jeune fille dans une situation désespérée peut-elle renverser la situation? Et qu'est-ce qui l'a transformée d'une victime en une puissance suprême, à l'endroit même où sa famille et sa patrie ont été enterrées? L'histoire d'Anne de Bretagne n'est pas seulement la tragédie d'une princesse forcée au mariage, mais aussi un témoignage vivant de la résilience des femmes lorsqu'elles sont poussées au pied du mur. Ce mariage forcé n'était que le début, un début sombre, mais le fondement d'une renaissance miraculeuse plus tard. Avant de devenir la mariée forcée de ce mariage tragique, Anne était une enfant aux yeux brillants et aux désirs forts. Née le 25 janvier 1377 au château de Nantes, Anne naît dans l'attente anxieuse de son père, le duc François II de Bretagne. Mais quand il vit sa fille au lieu d'un prince, son cœur s'arrêta. La Bretagne, terre puissante mais menacée, a besoin d'un héritier mâle pour assurer le trône. Et Anne n'était qu'une petite fille. Mais ce à quoi personne ne s'attendait. L'enfant même que le père avait autrefois déçu est devenu le dernier rayon d'espoir pour tout le pays. Anne a grandi au milieu des tempêtes politiques. La Bretagne, terre située à l'extrémité nord-ouest de la France, a toujours porté en elle un fier sentiment d'indépendance. Bien que faisant techniquement partie du royaume de France, la Bretagne conservait sa propre langue, ses propres lois et, plus important encore, le droit de déterminer son propre destin. Le père d'Anne, le duc François II, était un dirigeant chevronné, naviguant habilement entre les puissances de la France, de l'Angleterre et du Saint-Empire romain germanique. Dès son plus jeune âge, Anne n'était pas comme les autres princesses. Alors que les filles de son époque n'apprenaient que la broderie, le chant et l'étiquette, Anne était formée pour devenir une véritable dirigeante. Elle a appris le breton, le français, le latin et même le grec. Elle s'est plongée dans des livres sur le droit, l'histoire, la géopolitique et l'art de la diplomatie. Ses petits yeux s'illuminaient non seulement en lisant des contes de fées, mais aussi en étudiant les guerres et les traités internationaux.
Anne souffrait d'une malformation congénitale, une légère boiterie due à des jambes inégales. Mais cela ne l'a pas découragée. Si le destin me force à marcher de manière chancelante, j'apprendrai à me tenir à ma volonté, a dit un jour Anne à son tuteur. Et c'était vrai. Bien que petite et marchant d'un pas chancelant, chaque fois qu'Anne apparaissait, elle faisait taire tout le monde, admirative de ses yeux forts et de son regard perçant. François II le savait bien. Anne était la dernière carte de la Bretagne. Il a consacré tous ses efforts à préparer sa fille à devenir un leader, non pas par la force brute, mais par l'intelligence et un caractère d'acier. « Tu seras le gardien de l'âme de Britannie, même quand je ne serai plus là », dit-il à Anne un soir d'orage, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Mais le rêve de maintenir l'indépendance de la Bretagne fut vite éclipsé. Alors qu'Anne n'avait que 9 ans, la plus grande menace est apparue, la France. Le roi Louis XI, surnommé la vieille araignée pour son caractère sournois et son ambition sans fond, décède, laissant le trône à son fils Charles VIII. Bien qu'encore très jeune, Charles VIII hérite intact de l'ambition d'annexer la Bretagne au territoire français. Face à ce danger, François II cherche désespérément un allié suffisamment fort pour protéger sa fille et sa patrie. Et il en trouva un, Maximilien Thiers, empereur du Saint-Empire romain germanique. Le mariage entre Anne et Maximilien fut arrangé à distance, dans l'espoir de former un bouclier de fer pour empêcher l'invasion française. Un mariage étrange eut lieu. Maximilien ne put y assister, et son représentant, un ambassadeur, se plaça pieds nus dans le lit nuptial d'Anne pour célébrer la cérémonie symbolique. C'était un étrange rituel médiéval, mais une décision de vie ou de mort dans une guerre politique. Cependant, la vie n'est pas aussi simple que des parties d'échecs stratégiques. La France a déclaré le mariage invalide au motif qu'il n'avait pas le consentement du roi de France, même si la Bretagne était alors une région indépendante. Et c'est ainsi que la tempête a officiellement frappé. L'armée française s'est déversée en Bretagne et les fières forteresses sont tombées une à une. Anne, âgée de seulement 14 ans, doit se lever et commander la défense de Rennes, la dernière place forte. La petite fille, vêtue d'une armure, boitait sur les remparts, encourageant les soldats à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Mais le destin est toujours cruel. Rennes tombe, son père est mort, laissant Anne orpheline et presque seule dans une mer d'ennemis. En désespoir de cause, Anne a dû prendre la décision la plus douloureuse de sa vie, accepter la demande en mariage de Charles VIII, l'ennemi qu'elle détestait le plus. C'était un mariage sans amour, sans joie, seulement du sang, des larmes et de la soumission. Mais c'est à partir de là qu'Anne, la petite fille née au milieu des tempêtes, a commencé à écrire la grande histoire de sa vie. Alors qu'Anne n'avait que 13 ans, sa vie a pris un tournant fatal. C'est à ce moment-là que tous les derniers espoirs et la foi de Britannie reposaient sur les épaules de cette petite fille. Son père, le duc François II, après des années de manœuvres entre les puissances européennes, mise finalement tout sur un plan audacieux, une alliance avec le Saint-Empire romain germanique. Anne, bien qu'elle n'ait jamais rencontré Maximilien, l'empereur de ce vaste empire, accepta de l'épouser. Il s'agissait d'un mariage purement politique, mais d'une importance vitale. L'étrange mariage eut lieu rapidement. Maximilien n'était pas présent. Il envoya seulement un messager pour le représenter. Le rituel traditionnel exigeait que l'ambassadeur s'allonge pieds nus dans le lit nuptial d'Anne, un acte symbolique visant à légaliser le mariage en vertu du droit médiéval. Mais dès la fin de la cérémonie, un véritable cauchemar a commencé. Le roi Charles VIII de France, qui rêvait d'annexer la Bretagne, y vit une provocation flagrante. À ses yeux, ce mariage n'était rien d'autre qu'une gifle à son ambition. Et ainsi, sans aucun prétexte élaboré, Charles VIII ordonna la mobilisation de l'armée. L'armée française, nombreuse, bien entraînée et bien équipée, se déversa rapidement en Bretagne comme un flot féroce. Anne et ses généraux fidèles ont riposté avec acharnement. Chaque forteresse, chaque ville transformée en champ de bataille. Du sang a coulé, des larmes ont été versées. Mais les petites puissances ne peuvent pas résister aux grandes puissances. Les alliés proches ont été capturés ou assassinés un par un. Les terres les plus fières de Bretagne tombèrent une à une. Le point culminant fut la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en juillet 1548, un véritable désastre. L'armée bretonne était dévastée et son moral était brisé. Le père d'Anne, après ce choc, tomba gravement malade et décéda peu de temps après, laissant la petite fille seule au sommet du pouvoir, mais complètement isolée. Anne, désormais officiellement duchesse de Bretagne, n'avait que 14 ans. Mais au lieu de s'effondrer, elle a choisi de se relever. Alors que les Français resserraient leur siège autour de Rennes,
la dernière ville qui n'était pas tombée, Anne elle-même enfila une armure, escalada les murs et marcha le long des lignes de bataille pour encourager ses troupes. Aux yeux de tous, elle n'était plus une princesse faible. Elle fut la dernière flamme qui alluma l'esprit de résistance. À cette époque, les Bretons se transmettaient encore. Anne, cette petite fille boiteuse, était le dernier symbole de la liberté. Mais le temps n'attend pas. L'armée française se rapprochait. L'hiver 1491 approchait. La nourriture commençait à manquer. L'espoir s'amenuisait. Anne comprit. Si elle tenait bon, tout serait détruit. Si elle se rendait sans condition, la Bretagne serait complètement anéantie. Entre deux choix sombres, Charles VIII fait une proposition, cruelle mais aussi seule porte de survie. Anne doit annuler son mariage avec Maximilien et l'épouser. Lui. C'était un match délicat. Si elle refusait, Anne serait considérée comme trahissant la monarchie française et risquerait d'être exécutée, ce qui conduirait à la destruction de la Bretagne. Si elle accepte, elle vendra son honneur et son pays, devenant ainsi la reine de son ennemi juré. On se demande souvent si Anne a réellement pris cette décision volontairement. Les livres d'histoire français qualifient ce traité de « traité intelligent », tandis que les chroniques locales bretonnes décrivent Anne comme une prisonnière passée sous l'épée. La vérité se situe peut-être quelque part entre ces deux extrêmes. Anne n'a pas été torturée, mais poussée au bord du gouffre. Dans son cœur, il y avait certainement des cris de protestation, mais sur son visage, elle choisissait de rester froidement calme. Le 6 décembre 1381, Anne entre dans la chapelle du château de Langeais, vêtue de la robe blanche fatidique. Elle a compris, ce mariage n'était pas un début, mais une fin au rêve d'indépendance de son peuple. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que c'est dans cette chute la plus profonde qu'Anne a commencé à redessiner tranquillement l'échiquier. Elle savait que la guerre des épées avait été perdue, mais une nouvelle guerre, une guerre d'intelligence, de diplomatie, de patience, venait de commencer. Et Anne, la petite fille à la volonté de faire, était prête. Anne entra au palais du Louvre en tant que reine nouvellement mariée, mais l'atmosphère était froide comme la glace. Pour la cour de France, Anne était une otage vivante, une princesse bretonne têtue qui avait finalement succombé au trône de France. Les nobles chuchotaient dans son dos, se moquant de son accent breton, ricanant de sa démarche boiteuse. La principale d'entre elles était Anne de Beaujeu, la sœur du roi Charles VIII, qui avait servi comme régente et était restée une force redoutable à la cour. Anne savait qu'elle était entourée d'ennemis sinistres, mais au lieu de réagir violemment, elle a choisi une autre voie, la patience et l'observation silencieuse. Elle a compris que dans ce monde, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux. Charles VIII, son mari, n'était pas un homme idéal. Les historiens le décrivent comme ayant une apparence grossière, une grosse tête, un nez crochu, une bouche toujours ouverte et une stature intellectuelle sans particularité. Mais Anne se rendit vite compte d'une chose. Il était passionné de pouvoir et particulièrement fasciné par la culture italienne. C'était la première faiblesse qu'elle a saisie. Anne a habilement utilisé ses vastes connaissances pour impressionner. Elle discute d'art de la Renaissance avec Charles, lui présente des manuscrits anciens et des récits historiques, et le convainc progressivement qu'elle n'est pas seulement une épouse forcée, mais une alliée intelligente. Peu à peu, Anne devient la personne que Charles commence à consulter sur les questions politiques. D'une reine considérée comme une marionnette, elle est devenue discrètement le deuxième cerveau, à côté du roi. Lorsque Charles décide de lancer une expédition à Naples, une ambition risquée, il confie la régence à Anne. Ce fut un tournant majeur. Pour la première fois, Anne assuma les pleins pouvoirs à la cour de France, alors que son mari était absent. Et Anne n'a pas laissé passer l'occasion. En tant que régente, Anne a procédé à la consolidation de sa position de plusieurs manières astucieuses. Elle a nommé des Bretons fidèles à des postes clés, entretenant ainsi la flamme de la culture et de l'identité bretonne. Elle a créé une « cour dans la cour », un groupe de nobles et d'érudits bretons qui étaient toujours à ses côtés, à la fois comme conseillers et comme symbole de la survie de sa patrie au cœur de la France. Anne a même transformé le palais en un centre culturel, invitant les plus grands artistes, poètes et architectes européens à se produire et à composer. Grâce à cela, elle a à la fois renforcé sa réputation personnelle et fait reconnaître peu à peu son talent et son autorité à la cour de France, pleine de suspicions. Mais au milieu de tout ce succès, Anne a dû faire face à la douleur la plus silencieuse, la question des enfants. Après plusieurs grossesses,
Le premier fils qu'Anne et Charles VIII attendaient avec impatience décède 3 semaines seulement après sa naissance. La douleur de la perte d'un enfant a rapproché de manière inattendue le couple, qui formait autrefois une alliance politique froide. Charles, pour la première fois, voyait Anne non seulement comme une reine ou un pion politique, mais comme une femme au cœur brisé. Au cours des années suivantes, Anne tomba enceinte à 2 reprises, mais la tragédie se répéta. Aucun des 2 enfants ne survécut au-delà de la petite enfance. Chaque fois que cette douleur survenait, Anne ne s'effondrait toujours pas. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle a transformé sa douleur en force, resserrant encore son contrôle sur la cour et préservant l'identité de Brittany. Aux yeux des envoyés étrangers, l'image d'Anne a radicalement changé. Lorsqu'elle est arrivée en France, Anne était un oiseau en cage, écrit un ambassadeur vénitien. Mais désormais, aucune décision importante du roi n'est prise sans son consentement. La vie au palais continue, avec ses batailles politiques cachées qu'Anne maîtrise de mieux en mieux. Mais ensuite, un événement terrible s'est produit qui a tout changé pour toujours. En 1498, alors qu'il assistait à un match de tennis antique, Charles VIII se cogna accidentellement la tête contre la barre transversale et mourut subitement. À cette époque, il n'avait que 27 ans. La mort soudaine du roi laissa Anne, à l'âge de 21 ans, jeune veuve, perdant du jour au lendemain à la fois pouvoir et statut. Selon le contrat de mariage, si Charles mourait sans héritier mâle, l'alliance entre la France et la Bretagne prendrait automatiquement fin. Ainsi, Anne, la reine retenue en otage, revient immédiatement à Nantes, hissant à nouveau le drapeau de l'indépendance de la Bretagne. Quelques mois après son retour au pays, Anne renversa toute l'administration française, rétablit le gouvernement indigène et restaura l'autonomie qu'elle avait été forcée d'abandonner. Mais Anne le savait bien, cette victoire n'était que temporaire. De retour en Bretagne en tant que veuve de France, Anne ne perdit pas de temps. Elle rétablit le gouvernement local, renversa tous les anciens fonctionnaires français et déclara l'indépendance restaurée. Ce fut un moment rare où la Bretagne, après des années d'oppression, releva la tête. Mais Anne le savait bien, Paris ne resterait jamais les bras croisés. Louis XII, héritier du trône de France après la mort de Charles VIII, était un homme politique astucieux et ambitieux. Mais contrairement à Charles, Louis comprenait que la puissance militaire n'était pas toujours l'arme ultime. Il a choisi une autre voie, la négociation. Louis XII s'adressa rapidement à Anne avec une proposition inattendue. Il voulait annuler son mariage sans enfant avec Jeanne de France, son ex-femme, pour épouser Anne. C'était un coup spectaculaire. D'un côté, Louis pouvait légitimer l'annexion de la Bretagne. D'autre part, il a promis de donner à Anne un pouvoir réel sans précédent. Cette fois, Anne n'est plus la jeune fille contrainte au mariage. C'est une veuve qui a goûté au pouvoir, plus intelligente et plus vive que jamais. Au lieu d'accepter à la hâte, Anne a fait traîner les négociations, forçant Louis à concéder sur chaque condition. Finalement, elle conclut un accord dont toute reine pourrait rêver. La Bretagne conserverait son propre système juridique, bénéficierait d'une autonomie et ne serait pas totalement assimilée, à moins qu'elle et Louis n'aient un héritier. Le deuxième jour du mariage d'Anne, en 1499, fut une scène complètement différente. Ce n'est plus la petite fille timide en robe blanche. Anne apparaît vêtue d'un manteau noir bordé d'or, la couleur symbolisant la Bretagne, marchant fièrement aux côtés de Louis. Il ne s'agissait plus du mariage d'une princesse vaincue, mais de l'union de 2 puissances égales. Louis XII, contrairement à Charles VIII, traitait Anne avec un véritable respect. Il la mentionnait toujours dans les décisions de justice avec la phrase « Le roi et la reine ont décidé », quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Anne profite de cette occasion pour consolider son pouvoir plus que jamais. Elle construisit sa propre cour à Blois, la transformant en un centre de la culture de la Renaissance, réunissant des artistes et des érudits de toute l'Europe. Non seulement elle est forte en culture, mais Anne maintient aussi habilement le souffle britannique dans chaque politique. Elle a nommé des autochtones à des postes importants, protégeant les langues et les traditions locales. Anne avait même un grand projet, marier sa fille Claude à Charles de Habsbourg afin d'attirer la Bretagne vers le Saint-Empire romain germanique, ce que la France redoutait le plus. Cependant, Louis XII ne facilita pas la tâche à Anne pour atteindre cet objectif. Il a secrètement arrangé un mariage entre Claude et François d'Angoulême, l'héritier du trône de France. C'est le match qui décide du sort de la Bretagne. Les 2 hommes, bien que mari et femme, sont désormais devenus rivaux sur l'échiquier politique. Anne s'y est fortement opposée. Elle passa les dernières années de sa vie à défendre la liberté de la Bretagne,
tentant de retarder un mariage qu'elle considérait comme une condamnation à mort pour sa patrie. En 1112, la santé d'Anne commença à décliner sérieusement. Les calculs rénaux et la goutte lui causent des douleurs jour et nuit, mais même sur son lit de mort, Anne n'a pas renoncé à ses fonctions officielles. Elle donnait des ordres depuis son lit de malade, signait des traités et maintenait son influence jusqu'à son dernier souffle. Alors que Louis XII se prépare à conquérir à nouveau l'Italie, Anne, malgré sa maladie, assume les fonctions de régente. C'était la dernière fois qu'elle gardait la tête haute sur la scène politique. Le 9 janvier 1514, Anne sait que la fin est arrivée. Avant son dernier souffle, elle rassembla ses fidèles serviteurs et leur dit « Souvenez-vous de qui je suis, et je n'ai jamais changé, quelle que soit la couronne que je porte. » Ce dicton est gravé dans l'histoire, démontrant la loyauté éternelle d'Anne envers la Bretagne, la terre pour laquelle elle s'est battue toute sa vie pour la protéger. Les funérailles d'Anne furent un événement solennel qui dura 40 jours, combinant les rites français et bretons. En particulier, son cœur a été retiré et ramené à Nantes pour être enterré à côté de ses parents, comme un symbole éternel de son amour immuable pour sa patrie. Quelques mois seulement après la mort d'Anne, sa pire crainte se réalise. Louis XII force sa fille Claude à épouser François d'Angoulême, complétant ainsi le jeu de l'unification de la Bretagne à la France. Quelques années plus tard, la Bretagne est officiellement annexée, mettant fin au rêve d'indépendance auquel Anne s'était accrochée jusqu'à son dernier souffle. Cependant, l'héritage d'Anne n'a pas été enterré avec elle. Elle est la seule femme de l'histoire à avoir été reine de France à 2 reprises, symbole éternel de résilience et d'intelligence. La culture bretonne défendue par Anne perdure encore aujourd'hui, et les statues et les chants populaires qui lui sont consacrés résonnent encore sur les places de Nantes et de Rennes. Anne de Bretagne a prouvé une chose. La véritable force ne réside pas dans les épées et les lances, mais dans une volonté indomptable. Même si le destin l'a forcée à baisser la tête, elle a toujours gardé son esprit. Non Moudra, je ne changerai pas. Et c'est ainsi que l'histoire se souviendra d'elle non seulement comme une reine, mais aussi comme une guerrière immortelle,